J'ai fait une sensibilisation sur l'autisme au collège. Sur les questions, on a de tout. Par exemple, est-ce que l'autisme est une maladie ? Non, ce n'est pas une maladie. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Comment sensibiliser les camarades de classe ? L'autisme, comment en parler aux autres ? On a parfois tendance à se dire qu'après tout, ça se passe pas si mal en classe et qu'en parler, c'est prendre le risque de stigmatiser son enfant. Et pourtant, pour que les enfants autistes soient mieux intégrés, il faut qu'ils soient mieux compris. Il faut donner des explications à leurs camarades, savoir répondre à leurs questions. Un exercice pas toujours facile et qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Alors dans cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Ulysse, un ado autiste, de Marie, sa psychologue, et de Cyrielle et Benoît, chercheuses, pour trouver des pistes sur la façon de sensibiliser les enfants. Voici un peu de nos échanges. Alors, chers auditeurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Ulysse Lombard, j'ai 15 ans et demi, j'ai fait une sensibilisation sur l'autisme avec mes camarades de classe au collège quand j'étais en 6e. Vous venez d'entendre Ulysse, autiste Asperger. Malgré son jeune âge, Ulysse a trouvé le courage d'expliquer ses particularités à ses camarades. Une présentation qu'il a longuement préparée avec ses parents et sa thérapeute. Marie, psychologue, m'explique comment elle travaille sur ce sujet avec les ados qu'elle accompagne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un préalable indispensable, c'est vraiment le travail de psychoéducation. C'est-à-dire que on ne peut pas commencer à aborder les particularités d'un enfant en classe si lui, il n'est pas au clair avec ses propres particularités et si les parents ne le sont pas aussi. Parce que l'idée, c'est pas uniquement de présenter l'enfant ou le jeune, si c'est au lycée ou au collège, sous un angle de déficience ou de manque, mais vraiment de dresser un portrait pour que les enfants se connaissent mieux et qu'ils aient moins peur en fait d'interagir. Après, une fois qu'on est au clair sur le diagnostic et ou les particularités vraiment cognitives de l'enfant, moi je fais tout un travail en amont où je donne un questionnaire que les parents vont travailler avec l'enfant. Et ça, je le fais pas forcément au cabinet parce que je veux que ce soit une vraie réflexion familiale et que ça prenne le temps vraiment de maturer. Stéphanie, la maman d'Ulysse, raconte. Oui, effectivement, le devoir d'explication, il s'est imposé, je pense au moment de l'entrée au collège. Et puis en plus de ça, c'était concomitant avec l'âge, puisque du coup, tu avais 12 ans. Voilà, c'était aussi l'âge à partir duquel je pense qu'il était capable de mener un exposé ou en tout cas d'avoir peut-être la possibilité de l'expliquer et éventuellement de répondre aux questions que ses camarades auraient pu lui poser. Moi, j'étais surprise sur le regard qu'il pouvait porter sur lui-même, en fait, que je ne percevais pas aussi fin et aussi pertinent, et notamment sur la notion de décalage dont il avait tout à fait conscience. À l'âge de 12 ans, je n'avais pas conscience qu'effectivement, lui-même portait un regard aussi clairvoyant sur son handicap et sur le décalage que ça pouvait créer. Pour aider les enfants à exprimer leur vécu, Marie crée ce qu'on appelle des mind maps, des visuels qui regroupent différents thèmes que l'enfant va aborder. Le premier thème, c'est vraiment moi dans ma famille, qui puissent se resituer par rapport à leur famille, alors s'ils le souhaitent, mais voilà, la plupart du temps, ça, ils en ont envie de dire où est-ce qu'ils habitent, des petites choses de leur vie. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Donc là, leurs loisirs, leurs centres d'intérêt. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a plein de loisirs qui sont complètement comparables à ceux des jeunes du même âge. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, il y a toujours aussi une petite branche, parce que comme je fais des petites maps, ça fait des branches. Une petite branche où on est sur son caractère, ce qui permet de mettre s'il est sensible, s'il est gourmand, des petites choses comme ça. Donc ça me permet aussi moi de travailler en amont un petit peu qualité-défaut, qui sont des thèmes intéressants. Et on a une branche qui est mes particularités, où là, tout le travail, c'est de vulgariser, du coup, les particularités de l'enfant en fonction de ce qu'il veut dire et en fonction de ce que veut dire les parents, parce qu'il y a des parents qui souhaitent dire certaines choses et pas d'autres. Et on a une toute dernière branche qui est sur mes aides. Ulysse nous explique sa mind map à lui. Je me suis fait un arbre, comme un arbre généalogique, où j'ai regroupé mon handicap, qui est le trouble du spectre de l'autisme Asperger, également mes centres d'intérêt,
aussi mes qualités et mes défauts. Mes centres d'intérêt sont le vélo, la course à pied, la marche, les sites touristiques, les voyages, la géographie locale de la France, les randonnées. Je me souviens de certaines particularités que j'ai depuis que je suis tout petit que je voulais faire comprendre à mes camarades, qui sont les suivantes. J'ai du mal à comprendre parfois le sens de l'humour. J'ai aussi du mal à rester dans le même sujet que les autres, donc j'ai l'habitude de changer de sujet souvent. Et enfin, quand les camarades me font des réflexions, je me vexe facilement, je suis susceptible. Et maintenant, les qualités, je suis serviable, travailleur, volontaire, attentionné. Parler des particularités de l'enfant autiste en milieu scolaire, c'est aussi bien sûr évoquer ses besoins spécifiques, comme l'accompagnement par une AESH ou le fait de devoir manquer l'école pour aller chez l'orthophoniste. Chaque cas est unique, comme le rappelle Marie. Au début, on m'avait demandé ce genre de sensibilisation et on me disait il faut parler de l'autisme. Et en fait, aujourd'hui, sur le cabinet, je pense que je suis environ 70 enfants, enfin c'est énorme. Je n'ai pas un enfant qui ressemble à l'autre. Donc, du coup, on personnalise vraiment la présentation. Donc, c'est beaucoup plus long. Ça demande en effet d'avoir des supports qui sont très individualisés et personnalisés. Mais pour moi, ça a vraiment du sens parce qu'on parle d'un enfant. Et moi, je dis bien, comme en plus, je les accompagne lors de la présentation, je leur dis bien, attention, c'est lui avec ses particularités et que chacun est différent. Et je trouve que c'est plus humain. Pour moi, l'objectif principal, c'est de libérer la parole. C'est-à-dire que vraiment, il n'y ait pas de tabou, parce que je pense que c'est dans la différence et le fait qu'on taise la différence qu'il peut y avoir après de la violence ou des choses très négatives. Dès lors où on y met de la parole, on met des mots dessus et surtout on leur dit que vous avez le droit d'en parler, la plupart en fait ils sont hyper fiers en fait. Du coup, je pense que là c'est gagné et pour les autres enfants aussi. J'ai vu une différence dans leur façon d'être avec moi. J'ai vu qu'ils étaient très attentionnés sur cet exposé et aussi qu'ils m'ont dit que c'était un exposé clair et précis. Je me souviens de certaines questions que m'ont posées certains camarades. Par exemple, est-ce que l'autisme est une maladie ? Et moi, j'ai répondu non, ce n'est pas une maladie. Et quelqu'un d'autre a dit « Est-ce qu'on peut en guérir ?» Non. Comme dans le cas d'Ulysse que l'on vient d'entendre, les sensibilisations ouvrent toujours la porte à de nombreuses questions. Pour Marie, il est essentiel de laisser s'exprimer librement les camarades de classe. On a des questions et des commentaires. Sur les questions, on a vraiment de tout. Ça va, je me souviens d'une question absolument géniale sur « Mais du coup, tu vas voir la psy toutes les semaines, toutes les 2 semaines ?» Alors, il disait « Oui, tout à fait. » Et il lui dit « Mais du coup, toutes les semaines, tu regardes des taches d'encre ?» Donc ça a été une question absolument géniale. On a beaucoup de questions aussi qui concernent l'hérédité. Tu nous as dit que tu avais des frères et sœurs. Est-ce que eux aussi sont autistes ou pas ? Est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie ? Alors ça, c'est aussi une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on peut guérir ? Est-ce qu'il existe des vaccins ? Toutes ces questions-là. D'où ça vient ? Est-ce que ça s'attrape ? Régulièrement, mais est-ce que ça s'attrape ? Du coup, c'est génial de pouvoir leur dire que non, c'est pas contagieux. Donc, il y a ça. J'ai très souvent quand même des questions qui disent mais quand même, non, on te trouve pas si bizarre que ça. Enfin, les enfants, souvent, sont très bienveillants. Après, on a quand même toujours aussi un moment un peu émouvant où il y a quasiment tout le temps un enfant qui va dire « Mais tu sais, moi aussi, mon frère ou aussi mon cousin a de l'autisme ou une dyspraxie sévère ou un TDAH aussi carabiné. » Enfin, voilà, quelque chose qui sort. Et puis, tous les enfants qui vont dire « Mais tu sais, moi aussi, je vais chez l'orthophoniste, je vais chez l'orthoptiste. » Donc, voilà. Et des fois, des enfants qui ont des particularités dans la classe, mais qui n'ont pas forcément un suivi qui leur permette de se présenter et qui, on vit aussi de parler d'eux.
Et sinon, après, alors soit j'ai pas de retour, mais les parents me disent que ça se passe bien, soit j'ai des retours très positifs de la part de l'équipe enseignante qui me disent que voilà, c'est vrai que c'est plus simple, que les autres comprennent mieux, parce qu'il y a des fois, les enfants comprennent pas aussi quand il y a des tiers-temps ou quand il y a des aménagements. Oui, mais pourquoi il a de très bonnes notes et lui, il a des aménagements, et puis pourquoi il se lève, lui, il va courir dans les couloirs ou il va jouer avec... bon, voilà. Donc là, au moins, comme on a parlé aussi des aménagements, ils comprennent mieux. Donc du coup, il y a moins un sentiment, je pense, d'injustice. Donc ça, c'est important, parce que je crois que c'est la base aussi de l'inclusion. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Dans son retour d'expérience, la maman d'Ulysse insiste sur un mot, l'émotion. J'ai eu des retours dès le soir même, je me souviens de sa professeure principale, puisque c'était sous l'égide de sa professeure de français, qui m'a tout de suite envoyé un message. Et elle avait été vraiment ravie de l'intervention. Elle m'avait tout de suite signifié. Et par des parents, j'en ai eu également. Et ça m'avait beaucoup touchée. Parce que c'est d'ailleurs des parents qui sont venus à moi et qui m'indiquaient avoir été émus par l'intervention d'Ulysse. Donc c'est-à-dire que l'émotion avait quand même traversé les intervenants, puisque les parents n'étaient pas directement auditeurs de l'intervention. Mais voilà, je me suis forcément dit que l'enfant, lorsqu'il l'avait retranscrit aux parents, l'avait forcément retranscrit avec une forme d'émotion pour qu'après, moi, ça m'arrive jusqu'à là. Alors l'émotion serait-elle la clé d'une sensibilisation réussie ? C'est ce que pensent Cyrielle et Benoît, deux chercheuses qui travaillent notamment sur l'élaboration d'un programme dont le but est de réduire les perceptions négatives que peuvent avoir les enfants vis-à-vis de l'autisme. On sait que dans la sensibilisation, un point important, c'est les émotions. C'est pas tant les cognitions. Souvent, on met un peu trop les cognitions au premier plan en se disant on va donner plein d'informations et ça va aller. Souvent, c'est plus faire baisser la peur des enfants, donc pouvoir entendre aussi que être à côté d'un enfant qui présente un handicap, eh bien, ça peut aussi faire un peu peur des fois. Et même nous, en tant qu'adultes, des fois, ça peut nous arriver. Qu'est-ce que ça provoque en moi ? Donc, c'est la question que peuvent se poser les enfants et les adultes aussi, les enseignants. Qu'est-ce qu'on ressent face à un enfant qui a un comportement différent à un moment, un comportement qui peut paraître bizarre, qui est atypique, qui n'est pas dans la norme. Potentiellement, ça peut me provoquer de la peur. L'idée, c'est de ne pas être dans le déni de cette peur, de l'accepter, mais de dire je vais la dompter et je vais passer au-delà de ça. Pour un adulte, c'est peut-être pas tout à fait de la peur, c'est un peu différent, mais pour un enfant, c'est ok, je peux avoir un petit peu peur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout contact avec cet enfant ? Ben non, en fait. Ouais, ok, tu ressens un petit peu de peur, mais maintenant, on va essayer de passer au-delà et puis on va essayer d'aller à la rencontre de l'autre, vraiment, essayer de comprendre. Prendre en compte aussi les besoins des autres élèves, c'est ce que fait Karine, prof de PS. Elle explique de quelle manière c'est nécessaire si l'on veut éviter les réactions de mise à l'écart. J'avais demandé donc à une élève de réaliser un exercice avec cet élève qui était en difficulté. Et à l'issue de l'exercice qui a duré une dizaine de minutes, elle est venue me voir à la fin de l'exercice en me demandant si elle pouvait changer de partenaire. Donc j'ai bien vu qu'elle avait du mal à entrer, à interagir avec cet élève. Et sans aucun problème, je lui ai dit évidemment qu'elle allait changer de partenaire. C'est là qu'on commence à effectuer des rotations pour éviter que les élèves se lassent justement de jouer avec cet élève. Et tout ce que je veux pas finalement, c'est d'entendre dans le cours quelqu'un qui dise oh non, pas moi, pas moi. Ça m'est déjà arrivé et ça, je peux pas l'entendre ça. J'ai des souvenirs d'élèves qui peuvent lever les yeux au ciel, qui peuvent soupirer, et ça je veux pas, quel que soit l'élève. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place des rotations fréquentes pour que tout le monde se rencontre dans toutes les activités, pour que tout le monde participe, quel que soit l'élève. Benoît et Cyrielle ont constaté un autre facteur important. Plus l'enseignant affiche sa volonté d'inclusion, plus l'attitude des autres enfants a tendance à changer. Les enseignants, c'est important qu'ils disent explicitement en fait à leur classe, à leurs élèves que eux ils sont pour l'inclusion. Parce qu'on croit souvent que c'est un espèce de truc naturel en fait chez les gens et comme si parce qu'on a des principes républicains, d'égalité, etc. alors il y a plus besoin de le dire. Mais en fait non, si, il y a besoin de le dire parce qu'en fait on sait qu'en le disant on instaure d'emblée une norme
dans la classe, une norme de classe qui va être nous ici, notre norme à nous dans cette école, dans cette classe, c'est l'inclusion. C'est le fait d'être tolérant avec les enfants qui sont différents de nous. Et ça, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est dire tout haut cette norme-là et plus la laisser en implicite. Et on sait que quand on donne des consignes explicites aux enfants, les choses sont bien mieux comprises, en fait. Karine, professeure de PS. J'ai eu un élève il y a quelques années qui était obsédé par le temps. Donc, il avait besoin de connaître l'heure et il demandait l'heure à tout le monde. Et en fait, le fait de voir l'enseignant, le fait de voir l'AVS répondre à ces questions, ils ont pu observer que finalement, c'était important pour lui. Par mimétisme peut-être, il répondait spontanément à l'élève. Nathalie, enseignante en petite section de maternelle. La maternelle, c'est un moment clé de la socialisation des élèves. C'est le moment où ils vont entrer dans le collectif et découvrir le vivre ensemble. Alors, quand un enfant fait des bruits, réagit bizarrement, ne respecte pas les règles de la classe, les autres enfants s'interrogent rapidement et viennent le rapporter à la maîtresse. Alors dans cette situation, ce qu'il faut expliquer, justifier, c'est pourquoi on va accepter que cet enfant-là ne vienne pas s'asseoir alors que c'est demandé à tous, qu'il continue de jouer, qu'il ait des objets particuliers, rien qu'à lui, qu'il a le droit de ne pas partager. J'explique que cet enfant ne réagit pas comme les autres, mais qu'il va faire des progrès, que parfois ça lui demande trop d'efforts d'être dans les contraintes de l'école, et que tous ensemble, on va l'aider à se sentir heureux dans la classe. Alors les jeunes enfants à l'école, ils sont déjà très sensibles à ce genre de discours, même si souvent je constate que certains enfants vont être plus attentionnés et vont prendre davantage à cœur cette mission. Pour Cyrielle et Benoît, la question de l'inclusion des enfants autistes, ou plus généralement des enfants atypiques, va bien au-delà d'une simple action de sensibilisation. La clé d'une bonne inclusion se situe plutôt dans l'apprentissage plus général de la coopération et de l'empathie, des compétences socio-émotionnelles qui devraient être enseignées aux enfants à l'école et dans les autres sphères de leur vie dès le plus jeune âge. Je pense qu'il ne faut pas penser que parce qu'on va expliquer à des enfants ce que c'est l'autisme, que ça va avoir pour conséquence qu'ils vont mieux accepter un enfant autiste ou avoir davantage de comportements inclusifs vis-à-vis de l'enfant autiste. Je pense que ça, c'est un chemin un peu trop simple. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que le processus qu'il y a derrière l'exclusion de certains enfants, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient issus d'autres types de minorités, c'est des processus qui sont identiques en fait. Donc, on peut imaginer que de faire des interventions plus générales sur la question de la diversité et d'amener les enfants à être plus empathiques en fait, pas plus vis-à-vis d'un enfant TSA que vis-à-vis d'un enfant noir en fait, eh bien on pense que ça peut avoir des effets au final peut-être plus positifs, alors sans être dans quelque chose de l'ordre du monde des bisounours, hein, mais voilà, de vraiment penser ça comme une vraie compétence chez l'enfant et de pouvoir effectivement imaginer des activités ludiques. Enfin voilà, on est quand même en contact d'enfants, donc il faut que ça soit quand même sympathique pour leur permettre de développer cette bienveillance, cette empathie, en donnant des exemples, tantôt sur le TSA, tantôt sur autre chose. Alors dans le cas du TSA, on peut donner des petits tips en lien avec le fonctionnement. Peut-être on va pas être bienveillant pareil avec un enfant autiste par rapport à un enfant qui présente d'autres types de difficultés, parce qu'il y a des éléments du fonctionnement qu'il faut quand même prendre en compte. Mais voilà, peut-être pas forcément faire une sensibilisation uniquement sur comment ça s'exprime l'autisme. Il n'y a pas une seule façon de faire une sensibilisation, et on ne s'y prendra pas de la même façon selon l'âge et le profil des enfants ou ados concernés. Quelle que soit l'option choisie, la présentation personnelle comme l'a fait Ulysse, une sensibilisation menée par un adulte autiste ou une réflexion plus générale sur l'apprentissage de la tolérance, cette étape est importante et mérite qu'on y réfléchisse en tant que parent, avec les professionnels et surtout avec son enfant, pour que chacun trouve la façon qui lui convient de parler des différences, des points communs et surtout de la volonté de vivre ensemble. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.